Marisol Touraine, ministre de la Santé et des Affaires sociales, est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. De nombreux sujets qui nous concernent tous. Notre santé, le médecin traitant, le tiers payant chez le médecin. On va parler de tout ça, mais notre santé, justement, dans la nuit, a été voté à l'Assemblée nationale un texte interdisant même l'épandage de certains pesticides près des écoles ou des lieux sensibles. Je vous pose une question toute simple. À quelle distance sera-t-il interdit d'épandre ? Ce sera variable. Vous savez qu'il y a des enjeux entre 50, 100, 200 mètres. On verra en fonction des situations. Mais je crois que c'est une avancée importante. Parce que tout le monde connaît les risques de l'épandage de certains pesticides sur les enfants, pour les enfants en particulier, ou pour des personnes fragiles. Donc les lieux qui sont concernés, ce sont notamment les écoles, les hôpitaux. Et je crois qu'il y a là une avancée dans le respect du travail que doit pouvoir faire un agriculteur. Mais je crois que tout le monde a à y gagner. L'environnement a un impact sur notre santé. Il faut donc garantir à chacun le meilleur environnement qui soit. Faut-il rendre public la composition intégrale des pesticides commercialisés, actuellement protégés par le secret industriel ? Moi, je suis pour la transparence la plus grande possible. Ça n'a pas été voté. Non, mais je le dis, pour la transparence la plus grande possible. Moi, j'y suis favorable. En même temps, je comprends très bien. Connaître la composition de ces produits. De même qu'il faut connaître la composition des produits que l'on applique sur la peau, des produits que l'on consomme au quotidien. Je comprends parfaitement les enjeux de secret industriel. Il y a une concurrence industrielle et donc il faut faire en sorte que les entreprises ne soient pas lésées dans leurs intérêts économiques. Mais on doit pouvoir trouver des situations qui permettent d'avancer, des compromis qui nous permettent d'avancer. En tout cas, la transparence est toujours l'allié de la santé. Je le dis de façon très forte. J'ai fait le choix dans ce ministère de rendre public le plus d'éléments possibles. J'ai mis en place un service public d'accès à l'information. Il y a maintenant un site sur le médicament. Vous cliquez, en quelques clics, vous avez toutes les informations que vous souhaitez sur les médicaments que vous prenez au quotidien. Je viens d'ouvrir un site qui permet de savoir quels sont les liens qui existent entre votre médecin ou un médecin dont vous avez entendu parler, mais aussi un pharmacien, un étudiant par exemple en médecine et les industriels de santé. Je crois, je le dis de façon générale, que nous n'avons rien à redouter de la transparence et de l'information. Bien, on va voir. À propos de transparence, Marisol Touraine, j'ai quelques questions à vous poser. Sur le budget rectificatif de la Sécurité sociale, n'en pas revenir, le vote. À qui il y a eu ces députés finalement qui se sont abstenus, députés socialistes. Il y a eu 33 députés qui se sont abstenus. Au fond, ils sont moins nombreux que ceux qui avaient exprimé leur réserve par rapport au pacte de responsabilité. Moi, je me réjouis de cette situation. Et au fond, il faut aller de l'avant parce que ce que les Français attendent, c'est que nous avancions, nous proposions des solutions et non pas que nous discutions à l'infini ou que nous nous affrontions à l'intérieur de notre majorité. Donc, je suis très satisfaite, je le dis, que ce vote permette de débloquer la situation et nous permette d'aller de l'avant. Vous le savez, les budgets pour les années qui viennent ont été annoncés et le ministère des Affaires sociales va bénéficier de fonds supplémentaires. Pourquoi ? Parce que nous avons des missions importantes en direction des personnes qui sont en difficulté, personnes âgées, personnes handicapées, personnes en situation de pauvreté. Et donc, tout cela fait un tout. Le pacte de responsabilité, il est fait pour dynamiser notre économie, pour renforcer l'attractivité de notre pays et en même temps, cela ne se fait pas au détriment des besoins sociaux qui existent. On peut parfaitement conjuguer l'exigence économique, la volonté de favoriser la compétitivité de l'économie française et l'attachement, je dis bien l'attachement, aux situations de ceux qui sont les plus en difficulté. C'est ça la marque de fabrique de ce gouvernement. Soyons concrets. Sur les personnes âgées, grand plan pour aider les personnes âgées, pour les aider à finir leur vie. Quand ? Un peu mieux, si j'ose dire, ou un peu plus que pour les aider simplement à finir leur vie. L'idée, c'est leur permettre de prévenir la dépendance, ce qu'on appelle la dépendance, d'accompagner le vieillissement, d'aménager les logements, et puis d'apporter des aides concrètes aux personnes qui veulent rester chez elles, alors même qu'elles peuvent moins facilement marcher. Vous allez encourager. Ce volet de loi, cette loi qui sera donc présentée au débat dès la rentrée de septembre, octobre.
Écoutez, compte tenu de l'encombrement parlementaire à l'automne, le débat se poursuivra début 2015 et nous devons être prêts pour le milieu de l'année prochaine. Milieu 2015, c'est une loi essentielle voulue par le président de la République, si j'ai bien compris. C'est une loi essentielle parce que nous en parlons depuis des années. La majorité précédente l'annonçait tous les 6 mois et tout aussi régulièrement y renonçait. Nous avions indiqué que c'était pour nous une priorité. Vous savez, dans notre pays, comme dans tous les pays européens d'ailleurs, la population vieillit. Et l'enjeu, c'est qu'elle vieillisse en bonne santé. Donc nous voulons aider, prévenir, proposer des aides concrètement pour se déplacer chez soi, avoir des repères, des techniques de ce qu'on appelle la domotique. Vous appuyez sur un bouton et cela baisse donc des aides fiscales, par exemple, pour... Non, c'est des aides. Oui, non, c'est des aides même très concrètes pour installer des choses chez vous, aménager la domotique à domicile, aménager votre logement. Mettre ce qu'on appelle des sentiers lumineux, des repères lumineux si vous devez sortir de chez vous ou si vous avez une maison. Et puis des aides pour avoir des personnes qui viennent faire vos courses, s'occuper de vous, vous soigner à domicile. Il y aura une amélioration, une augmentation des aides à destination des personnes âgées qui restent à domicile. Ce sera une grande loi. Une loi qui permet à chacun de vivre jusqu'au bout, mais de vivre bien dans la dignité et d'être soutenu et accompagné. Bien. Pour réduire le coût de la santé, l'assurance maladie a fait des propositions fin juin, des propositions intéressantes, raccourcissement des séjours maternité, on en a beaucoup parlé, fermeture de certains services hospitaliers. Vous voulez évidemment qu'on multiplie la chirurgie ambulatoire, 50%, c'est ça, d'actes. Oui, qu'on augmente de façon significative. Oui. La chirurgie ambulatoire, concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que vous rentrez le matin à l'hôpital, vous avez une intervention et vous pouvez rentrer chez vous le soir même. Ou assez rapidement. Mais il n'y a pas que la chirurgie qui est concernée, c'est aussi la médecine ambulatoire. L'idée, et ça fait le lien avec ce qu'on évoquait il y a un instant, c'est qu'on est parfois mieux installé chez soi qu'à l'hôpital. Alors évidemment pas tout le monde. Il ne s'agit pas que quelqu'un qui subit une intervention très lourde soit renvoyé chez lui. S'il n'y a personne pour l'accompagner, pour le soutenir, ça n'est pas une bonne démarche. Mais il y a une qualité de vie pour les malades à gagner, à pouvoir être à domicile et en même temps des économies à réaliser pour notre système de santé. Parce qu'être soigné près de chez soi ou chez soi, cela coûte moins cher que des hospitalisations qui sont trop longues. Alors Marisol Touraine, vous proposez aussi d'arrêter le gâchis sur les antidépresseurs. C'est vrai que nous en consommons trop. D'ailleurs, nous consommons trop de médicaments et souvent des médicaments trop chers. Marisol Touraine. Oui, nous consommons trop de médicaments, des médicaments trop chers. Mais puisque l'on parle de médicaments, il y a aussi des médicaments trop chers qui sont des médicaments très performants. Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment d'un nouveau médicament qui va permettre de soigner l'hépatite C. C'est une avancée thérapeutique considérable. Le Sovaldi. Absolument. C'est une avancée thérapeutique considérable. Laboratoire américain. Parce que il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires. Simplement, ce médicament, il coûte horriblement cher. Et donc, si le traitement, 56 000 € en France. Si on laisse ce prix, si on accepte un prix aussi élevé, on ne pourra d'abord pas soigner tout le monde. Et puis, on fera courir un risque pour la sécurité sociale, c'est-à-dire pour les autres malades. Et donc, j'ai lancé une initiative qui était une première il y a quelques semaines à Bruxelles pour mobiliser l'ensemble des pays européens et pour faire en sorte que nous unissions nos forces pour peser dans la négociation sur les prix avec ce laboratoire américain. Et pour la première fois, 14 pays européens se sont engagés ensemble. Donc nous allons négocier pays par pays, parce que c'est comme ça que ça se passe, mais en échangeant nos informations, en discutant entre pays européens. Le prix va baisser, nous engageons... Baisser de beaucoup. Écoutez, la négociation commence. Non, je vous dis ça parce que quand je vois le patron de la sécurité sociale, il nous dit, mais j'ai vu des chiffres, c'est incroyable, 4 mois de traitement, c'est pour 25 000 patients en France par an, ça coûte 1,9 milliard d'euros. Oui, non, 1,9 milliard d'euros. Mais vous avez tout à fait raison, on parle de milliards et pas de millions ou de centaines de millions. Et donc, il faut évidemment être très attentif. Moi, je considère que l'innovation thérapeutique, elle doit évidemment être rémunérée. Donc, on ne paye pas le même prix un médicament qui bouleverse les traitements qu'un médicament qui existe depuis 10 ans. Ça doit baisser de combien ? Écoutez, engageons la discussion.
question, plus on pourra baisser les prix, plus on pourra soigner de gens. Et donc, c'est quelque chose, je crois, que le laboratoire peut entendre. Le coût de fabrication, 280 fois moins cher que le coût... Mais ça me semble un argument à manier avec précaution, parce que c'est un médicament nouveau. Oui. Et donc, il y a un brevet, il y a eu de la recherche, il y a de l'innovation. Dans 20 ans, le médicament ne sera plus nouveau et il coûtera le même prix, sans doute, à fabriquer. Ça ne sera pas du tout la même chose. Donc il va baisser quoi, au moins de moitié? Je souhaite qu'on puisse aller le plus loin possible. C'est-à-dire, le plus loin, c'est quoi? Quand on négocie, on négocie. Donc les discussions, elles commencent maintenant. Et en tout cas, je suis évidemment très attentive à cela. Tiers payant pour tous, chez le médecin. À partir de quand? À partir de l'année 2015, pour les personnes qui ont ce qu'on appelle l'aide à la complémentaire santé, on pourra le voir sur la carte vitale, parce qu'il faut que ce soit simple pour le médecin. Il ne s'agit pas que le médecin ait à demander la feuille d'impôt, la feuille de paye ou quoi que ce soit à son malade. Il faut que les choses soient extrêmement simples. C'est-à-dire que je suis patient, je vais chez un médecin généraliste, je ne paierai rien. Je donnerai quoi, ma carte vitale? Je donnerai ma carte vitale et le médecin sera payé directement de ce que apporte la sécurité sociale et les complémentaires. Est-ce que vous ne déresponsabilisez pas le patient? Non, je ne crois pas du tout. Il ne paiera plus rien. Ça dépend. Il ne paiera plus rien s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires pris en charge. Mais non, il n'y a pas de déresponsabilité. Vous savez, ce discours-là, c'est celui qu'on a tenu au moment où on a mis en place la CMU. Et on disait, mais en mettant en place la CMU, parce que celui qui a la CMU, il ne paye rien. Il n'avance pas. C'est pas qu'il ne paye rien, c'est qu'il n'avance pas. C'est ça le sujet, c'est de ne pas avancer les frais. Et on disait, mais ils vont se précipiter chez les médecins. On n'a pas vu d'explosion de la demande médicale des personnes en situation financière difficile. L'objectif, c'est quoi? C'est que des gens pour qui ça peut être un problème financier d'avancer le prix d'une consultation, surtout si vous allez chez le médecin régulièrement, quand vous avez une maladie chronique, eh bien, soient dissuadés de le faire. Ces obstacles-là doivent être levés. Et je voudrais vous dire que dans la plupart des pays qui nous entourent, ce système fonctionne. Ils sont des pays libéraux. Ces pays-là ont peut-être moins de mutuelles différentes. Il y a des quantités de mutuelles différentes. Mais c'est pour ça qu'il des centaines de mutuelles. Moi, je me mets à la place du médecin. Ça va être compliqué. Mais le médecin, il n'aura rien à faire. Oui, mais il y aura. Le médecin, il faut qu'il ait un système. Le médecin, il faut qu'il ait un système simple et que la logistique soit traitée de façon intégrée. Mais ce que nous mettons en place. Je vais chez le médecin, ça me coûte rien. Est-ce que ça m'encourage pas à aller plus souvent chez le médecin? Aujourd'hui, ça vous encourage à ce moment-là à aller à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, vous n'avancez pas les frais. Et une consultation à l'hôpital coûte, parce que l'hôpital c'est une structure, coûte beaucoup plus cher qu'une consultation chez le médecin de ville. Vous savez, le fil conducteur de la politique que je porte, c'est de faire en sorte qu'on puisse être soigné à proximité, près de chez soi, par son médecin de ville, son médecin traitant, c'est-à-dire les médecins libéraux pour l'essentiel. Et donc, si on ne veut pas mettre en place des outils qui attirent les gens chez les médecins libéraux, les gens continueront à aller à l'hôpital. Et je trouve qu'il y a une forme de contradiction de la part des médecins libéraux à dire on ne veut pas du tiers payant, mais franchement, vous ne devriez pas donner la priorité à l'hôpital. Si on ne donne pas la priorité à l'hôpital, alors on facilite l'accès des malades au médecin libéral et ça passe par la mise en place du tiers payant. Est-il vrai que l'AME, l'aide médicale d'État, coûte de plus en plus cher? Elle a coûté plus cher que ce qui était prévu et même souhaitable. Beaucoup plus cher. Cette année, elle a été en augmentation parce que ça veut dire qu'il y a des gens, il y a davantage de gens qui se font soigner. Je l'ai dit, il faut lutter contre les fraudes. Si des ça fraudes, représente quoi, les fraudes? C'est difficile à dire puisque pour le moment, les actions n'ont pas été, en tout cas particulièrement, n'ont pas fait remonter particulièrement de fraude. J'ai mis en place un dispositif qui donnera des résultats l'année prochaine, qui va permettre de comparer département par département, caisse primaire par caisse primaire, le nombre d'acceptations d'aide médicale d'État et le nombre de refus, pour voir s'il y a des endroits où il y a au fond plus d'acceptations que ce qui est normal. Voilà.
Et donc, je le dis, je suis résolue à lutter contre tout laxisme et contre toute fraude, mais dans le même temps, je dis très simplement que l'aide médicale d'État, c'est ce qui permet d'éviter des maladies contagieuses sur le territoire national. Je ne vois pas ce qu'on a à gagner à ne pas soigner des gens, par exemple, qui ont la tuberculose, parce que ça voudrait dire que d'autres personnes qui sont sur le sol national pourraient attraper la tuberculose. Le chikungunya aux Antilles, vous êtes inquiète ? Franchement. Le chikungunya, c'est une épidémie majeure. Plus de 100 000 personnes touchées aux Antilles, environ 5 000 nouveaux cas chaque semaine. Et je suis mobilisée depuis le début de l'année, puisque l'épidémie est apparue fin 2013, début 2014. Antilles, je crois. Et je vais y aller la semaine prochaine. D'abord pour soutenir les équipes médicales, les équipes professionnelles, les équipes de pompiers, et des renforts de pompiers viennent d'être envoyés par le ministère de l'Intérieur Outre-mer, précisément pour aider à la lutte contre les moustiques. Vous savez, la clé, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau stagnante, pour que les moustiques ne prolifèrent pas, que on se protège avec des répulsifs, avec des moustiquaires, pour éviter la diffusion de la maladie. C'est une maladie qui fatigue beaucoup, qui est très pénalisante, et donc il y a une mobilisation collective à avoir, et c'est à cette mobilisation que je veux personnellement participer en me rendant aux Antilles, Guadeloupe et Martinique la semaine prochaine. Est-ce que l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches sera fermée? Oui ou non? Oui. Oui, elle sera fermée. Oui, c'est prévu. Elle avait, cette unité, une autorisation qui expire dans quelques semaines. D'ailleurs, le médecin part à la retraite. Mais moi, Mais il y a des équipes avec ce médecin qui pourraient prendre la suite. Je voudrais dire que je comprends l'inquiétude des parents. Oui, des parents qui sont en grève de la faim. La détresse qu'il peut y avoir. Avoir un enfant malade d'un cancer, d'enfant malade d'ailleurs, c'est probablement ce qu'il peut y avoir de plus horrible, de plus affreux. Et donc moi, je demande, et j'ai demandé aux hôpitaux de Paris de maintenir le dialogue, de poursuivre le dialogue. Parce qu'il faut expliquer. Quelle est la situation? L'ensemble des enfants, je dis bien tous les enfants qui sont malades et pris en charge dans cette unité, seront accueillis dans une unité à moins de 5 km de là où ils sont aujourd'hui soignés. Moins de 5 km. Il ne s'agit pas de laisser des enfants malades à eux-mêmes. Ce serait évidemment insupportable et inacceptable. Et donc, ça n'est pas le cas. Que disent les parents? Ils disent, d'abord, on ne veut pas que nos enfants soient inclus dans des essais thérapeutiques. Très bien. Aujourd'hui, ce sera le cas encore. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être inclus dans un essai thérapeutique si vous ne le souhaitez pas et ne le demandez pas. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Que l'on continue les méthodes utilisées dans ce service. Voilà ce qu'ils veulent. Ce qui a été dit, c'est que les enfants qui sont aujourd'hui soignés continueront d'être soignés de la même manière. Mais pour le reste, Jean-Jacques Bourdin, les méthodes de traitement de cette unité médicale ne font l'objet et n'ont fait l'objet d'aucune évaluation scientifique. Et cela, ça n'est pas possible, parce que c'est un risque. La science, elle progresse avec l'évaluation. L'évaluation des résultats, l'évaluation des effets des traitements. Vous savez, contrairement à ce que j'entends, les traitements des cancers sont de plus en plus personnalisés. Il n'y a pas un traitement standard qu'on applique de la même manière à tout le monde. Et c'est d'ailleurs une des avancées des plans cancer qui se sont succédés, et en particulier de celui qu'a lancé le président de la République il y a quelques mois. Nous avons la chance d'avoir en France l'Institut national de lutte contre le cancer. C'est un lieu où on réfléchit, on innove, on évalue en permanence. Et avec la directrice de cet institut, j'ai reçu des associations d'enfants, enfin de parents d'enfants atteints de cancer. Et ils demandaient davantage d'essais thérapeutiques, davantage de recherche, davantage d'évaluation des traitements qui sont portés. Donc c'est nécessaire pour faire avancer la science. Et je le dis très simplement, moi je ne veux pas de conflit. Pour le conflit, je veux que l'apaisement puisse revenir. Je veux rassurer. Les enfants continueront d'être soignés. Leurs traitements continueront d'être appliqués. Mais tout traitement en France doit pouvoir faire l'objet d'une évaluation scientifique. Dernière chose, la loi anti-tabac
Hein, vous aviez évoqué plusieurs grandes orientations, vous étiez venu ici pour en parler. Paquet neutre, classe action adaptée, pas de vapotage en lieu public, renforcer l'aide au sevrage. Quand ? Je vais présenter les mesures, je pense, à la rentrée. Nous sommes en train de les finaliser, de discuter d'ailleurs entre nous sur l'ensemble de ces mesures. Interdiction de la cigarette dans les lieux publics, les aires de jeu à Paris. Vous y êtes favorable ou pas ? Oui, tout à fait favorable. J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'échanger sur ce point-là avec la maire de Paris, enfin qui n'était pas à l'époque encore maire de Paris, Anne Hidalgo, et je trouve que c'est une excellente initiative. Donc on interdirait la cigarette dans toutes les aires de jeu, dans tous les jardins publics. Les municipalités le fassent si elles le souhaitent. Mais vous êtes favorable à l'interdiction de tous les jardins publics. J'encourage les municipalités à aller dans ce sens-là. Parce que le tabac, ça n'est pas simplement l'effet direct sur la santé, c'est aussi un effet d'imitation. C'est les mégots qui traînent par terre et que des enfants en bas âge peuvent ramasser et avec lesquels ils s'intoxiquent. Et donc, tout ce qui viendra empêcher des enfants petits et puis un peu moins petits lorsqu'ils sont collégiens, mais qu'ils votent encore dans les parcs, tout ce qui viendra empêcher les enfants d'entrer dans le tabac est bon à prendre, je le dis. Merci Marisol Touraine d'être venue nous voir ce matin à 8h57. Bonne journée.